Bonjour Dominique Moisy. Bonjour. Est-ce que l'échec de la contre-offensive ukrainienne de cet été est imputable, comme le dit Volodymyr Zelensky, à un vol des plans par les Russes ? L'histoire le dira. Je crois que c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Il y a plusieurs interprétations. Il y avait un désaccord entre ce que souhaitaient les Américains et ce que souhaitait le chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Zelensky en a tiré les conséquences. Pensons à la Première Guerre mondiale. Joffre est le héros de la bataille de la Marne, mais ensuite il échoue à plusieurs reprises. Il est remplacé. Nivelle va échouer encore plus. Donc il est naturel qu'un chef d'état-major soit remplacé après un échec. La raison, on verra. Le Parlement hongrois a ces dernières heures ratifié l'adhésion de la Suède à l'OTAN. C'est une bonne chose selon vous ? Très bonne chose. Pourquoi ? Très bonne chose. Enfin, il y avait un chantage qu'exerçait encore jusqu'au dernier moment la Hongrie. Ça y est, c'est fini. Et bien maintenant, au fond, pour aller à l'essentiel, Poutine souhaitait finlandiser l'Ukraine. Il a otanisé la Finlande et la Suède. La mer Baltique est devenue un lac atlantique. Et pour autant, vous pensez que la victoire russe aujourd'hui, par usure, n'est pas impossible ? Oui, il y a deux interprétations. En fait, dans l'esprit de Poutine, on est en 1942, en pleine bataille de Stalingrad. L'Allemagne nazie n'a pas réussi à s'emparer de la ville et Staline considère qu'au bout du compte, la victoire est inévitable pour lui. À l'inverse, Zelensky, je ne sais pas s'il a cette référence, mais il se dit « Nous sommes 2 ans après la guerre, à la fin de l'été 1916. Le front est plus ou moins gelé, il y a eu des contre-offensives de part et d'autre qui ont échoué. Nous sommes à l'acte 2 d'une guerre qui va avoir 4 actes. » Ce qui est très intéressant avec ce que vous dites, c'est que on est tout à fait dans l'incertitude, on sait comment les guerres commencent, on ne sait pas comment elles finissent. Oui. En réalité, à vous lire en particulier, il y a peu de chances qu'on trouve une issue, de toute façon, avant le mois de novembre prochain, avant l'élection américaine. Tout à fait. C'est le joker de Poutine. Il se dit, si Trump est élu président, les Ukrainiens vont céder, ils vont s'effondrer, moralement presque, plus que militairement. Est-ce que ce sera le cas ? Est-ce que Trump sera le prochain président des États-Unis ? En réalité, on n'en sait rien. Même ce scénario-là est totalement incertain. On comprend très bien en lisant votre livre que vous n'arrivez pas forcément toujours aux mêmes conclusions. Vous n'arrivez pas aux mêmes conclusions qu'Emmanuel Todd dans son dernier livre. C'est probable. Même si vous avez des points communs, on va y revenir d'ailleurs. Mais il y a en tout cas quelque chose qui est très intéressant à vous lire. Et là, vous êtes dans ce point-là d'accord avec Todd, c'est que c'est une guerre et en tout cas une situation qui est pleine de surprises. Oui, mais à la différence d'Emmanuel Todd, je ne considère pas que l'Occident soit vaincu. Je pense au contraire... Enfin, vous le trouvez quand même très mal en point. Je le trouve mal en point, mais pouvant se sauver. Oui. Et je pourrais dire qu'en vous lisant, le désespoir en géopolitique est une sottise absolue. Oui. La résilience de l'Occident est plus grande que l'Occident ne le pense peut-être lui-même. Ouais. Et, il y a une tradition résiliente en Occident. Pas toujours, mais là, je la sens quand même. C'est la grande surprise de Poutine. Il se dit, mais l'Occident va se diviser, il va céder, comme il a toujours cédé. Est-ce que la grande surprise n'est pas plutôt, Dominique Moisy, la résistance très forte du peuple ukrainien, alors qu'on prédisait un effondrement, et peut-être que c'est ce qu'a prévu Poutine lui-même, un effondrement rapide d'un régime qu'on disait corrompu, archaïque, vermoulu, et la surprise est venue justement du sursaut existentiel ukrainien.
plus que d'un Occident qui commence aujourd'hui à avoir des oursins dans les poches et à compter ses sous. Les deux. Les deux. Je dirais qu'il y a effectivement chez Poutine une sous-estimation totale de la capacité de résistance de l'Ukraine et une surestimation dramatique de ses propres forces. Mais il y a aussi l'unité, et je reprends ce terme, la résilience de l'Occident. Et la raison principale, c'est qu'en réalité, Poutine nous a fait peur. Nous nous sommes dit, si nous cédons, nous serons les prochaines victimes. Et c'est ça le triomphe des émotions aujourd'hui, Dominique Moisson. C'est le triomphe de la peur. Largement, largement. La peur, mais aussi la colère, sinon la haine, le ressentiment. En fait, les émotions négatives... Les passions tristes, cher Emmanuel Macron. Ouais, les émotions négatives l'ont emporté sur les émotions positives. Ce livre dont vous parlez, Le triomphe des émotions, est la suite de la géopolitique de l'émotion que j'avais publié il y a 15 ans. Et à la fin de ce livre, j'avais dit quel sera le monde en 2025 ? Et j'avais proposé 2 scénarios. Le scénario le plus optimiste, dans lequel l'espoir l'avait emporté sur toutes les autres émotions, et le scénario le plus négatif, dans lequel la peur l'avait emporté. Et hélas, nous sommes beaucoup plus proches du scénario négatif que du scénario positif. Mais est-ce que justement, vous n'avez pas, pardon Dominique Moisy, mais est-ce que vous n'avez pas un peu péché par naïveté quand vous faites le scénario positif il y a 15 ans? On pense à la phrase de Bernanos, les optimistes n'ont pas pitié des hommes. Est-ce que, vous dites d'ailleurs dans le livre, et je n'ai pas trop compris pourquoi, il dit c'est trop difficile, ça a été trop, la séquence d'unipolarité américaine a été trop courte pour qu'on puisse en tirer une leçon. Mais est-ce que justement, la leçon qu'on peut en tirer de cette séquence, c'est qu'on a été naïf, qu'on a pensé que la victoire américaine, c'était le sens de l'histoire, c'était même la fin de l'histoire, comme on disait Fukuyama, et que finalement, on a oublié les fondamentaux des relations internationales, de la politique étrangère, les frontières, le sentiment national. Oui, non, je crois que le scénario de Francis Fukuyama, d'ailleurs sa pensée est plus subtile que celle qu'on lui attribue généralement. Bien entendu, c'était impossible. Ce n'était pas la fin de l'histoire. Parfois, on peut se demander si, lorsque Poutine brandit la menace nucléaire, il n'évoque pas la fin de l'histoire au sens propre du terme. Qu'est-ce qui se passerait si... Mais c'est un nucléaire tactique que brandit Poutine. Oui, mais quand même. Vous dites, et c'est très intéressant d'ailleurs, que Poutine raisonne de la manière suivante. Les Russes sont sans doute moins motivés que les Ukrainiens, mais plus que les Européens et les Occidentaux. Oui, parce que pour beaucoup de Russes, l'Ukraine, c'est la Russie. Pour beaucoup de Russes, cette guerre qu'ils n'ont pas voulu, qui n'est pas décrite encore comme une guerre, les concerne quand même directement. Soit parce qu'ils risquent de servir dans l'armée russe, et on le voit sans enthousiasme. Oui, donc ça prouve la moindre motivation par rapport aux Ukrainiens. Oui. Mais vous dites que cette motivation, elle reste quand même supérieure peut-être à celle des Occidentaux. Bah oui, c'est normal. Mais pour aller à l'essentiel, si l'Ukraine perd la guerre, c'est la fin de l'Ukraine. Si la Russie perd la guerre, c'est la fin de Poutine. C'est pas la même chose. Pour revenir au triomphe des émotions, vous dites que l'une des matrices de ce triomphe des émotions, c'est le Proche-Orient. Oui. Pourquoi ? Parce que mon premier livre, La géopolitique de l'émotion, est parti d'une réflexion sur le conflit israélo-palestinien et sur le fait que ce conflit était bien sûr un conflit territorial, national, mais qu'au-delà, pour le comprendre, il fallait avoir recours aux émotions. Les émotions israéliennes et les émotions palestiniennes. Du côté palestinien, un sentiment profond d'humiliation et un complexe d'infériorité. Du côté israélien, une forme de ressentiment après la Shoah, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et un énorme complexe de supériorité qui n'a pas été dépassé. Et on imagine qu'avec le 7 octobre, ces émotions-là ont été renforcées. Oui, parce que... des deux côtés. Des deux côtés. Du côté israélien, le 7 octobre a été ressenti comme le plus grave pogrom
depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Israël avait été créé pour que jamais plus ce type de situation ne se reproduise. Or, en réalité, le 7 octobre, 1200 personnes ont été tuées parce que juives, et pas seulement israéliennes. Est-ce que la solution à 2 États pourrait justement refaire tomber les passions, refaire tomber les émotions, vous pensez ? Je n'en vois pas d'autre. Je crois qu'elle paraît impossible aujourd'hui, inacceptable, irréaliste. Mais entre le Jourdain et la Méditerranée vivent 7 millions de Juifs et 7 millions d'Arabes. Ils doivent être séparés, mais avoir chacun, dans cette séparation, droit à un État. Sinon, on va à la catastrophe. Vous reviendrez pour nous en parler. Merci beaucoup, Dominique Moïsi. Votre livre, Fourmille d'anecdotes, elles sont passionnantes. Je pense notamment à une interview en Corée du Sud où tout l'entretien est un immense quiproquo. Vous parlez des relations entre les pays riches et les pays pauvres, entre le Nord et le Sud. Et l'intervieweur, lui, vous parle des relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Vous pensez vous parler de la même chose. Et en fait, vous vous rendez compte à la fin que ce n'est pas du tout le cas. Il y a des confidences des Chinois qui veulent investir en Europe, du Qatar qui veut s'inspirer d'Israël et des rencontres que vous avez faites qui sont aussi surprenantes que captivantes. Elles sont à retrouver dans votre livre Le Triomphe des émotions. Dominique Moïsi, c'est aux éditions Robert